Bonjour, nous recevons aujourd'hui à la Fondation Charles de Gaulle Patrick Samuel pour un livre qu'il a republié. Il y avait une première version autour des années 2000, je crois, qui s'appelle Michel Debré, l'architecte du général. C'est un livre consacré au premier ministre de la Ve République, dont l'œuvre, et on le voit très bien dans ce livre, est considérable. Alors, je suis très heureux de vous accueillir dans cette maison que vous connaissez très bien, je crois. Et dont je suis membre. Et dont vous êtes membre, absolument. Vous êtes membre de la convention de la Fondation, je crois. Et je voudrais quand même commencer par vous interroger sur quelque chose qui est tout de même un peu troublant, c'est que vous n'avez pas du tout connu Michel Debré. Absolument pas. Et vous avez fait ce livre qui est une somme considérable quand même. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce livre ? À vous intéresser à Michel Debré. Alors, je n'avais aucun titre particulier à faire un tel livre, parce qu'effectivement, je ne connaissais ni Michel Debré, je ne connaissais personne de la famille de Michel Debré, ce qui n'est plus le cas, évidemment, aujourd'hui. Et je ne suis pas un universitaire historien, puisque les universitaires se veulent historiens, ou les historiens se veulent rêvent d'être universitaires. Moi, je ne fais pas partie de ce monde. Mais en revanche, je me reconnaissais parfaitement dans les idéaux de Michel Debré, dans la conception qu'il avait de l'État, c'est-à-dire une conception de grand commis, enfin un grand commis qui a fait de la politique, mais une conception de grand commis. Oui. Et vous êtes aussi un haut fonctionnaire vous-même du ministère de l'économie, vous étiez. Je l'étais, oui. Et donc, alors, vous avez commencé ce livre au tournant des années 2000, oui. Donc après la mort de Michel Debré, et vous avez bénéficié d'une quantité de documents, en réalité. Alors, oui et non. Oui et non, parce qu'à l'époque, les cartons d'archives de Michel Debré se trouvaient non loin de son domicile, oui. Dans un appartement qui avait été mis à sa disposition par Jacques Chirac, donc maire de Paris. Et ces cartons d'archives n'étaient pas tous en très bon état. Il y en avait 800, si mes souvenirs sont bons, qui depuis ont été inventoriés, qui sont désormais aux archives nationales, où un travail remarquable a été fait pour que ces archives puissent être accessibles aux chercheurs dans de bonnes conditions. Pourtant, à l'époque, ces archives... je ne dirais pas qu'elle pourrissait, mais enfin, je me souviens qu'il y avait des cartons qui étaient en très mauvais état dans cet appartement, évidemment. Il était temps de s'y pencher. Il était temps de s'y pencher. J'y suis allé de manière d'ailleurs plus ou moins clandestine, avec des amitiés de chercheurs, de gens. Mais Sciences Po, qui avait la haute main, à la demande de Michel Debré, sur ces archives, ne m'a pas facilité la tâche. Alors, Michel Debré écrivait beaucoup, énormément de notes. Il a écrit aussi beaucoup de livres, beaucoup d'articles, beaucoup de tribunes. Donc vous aviez quand même un matériel important déjà. Alors, j'avais un matériel important. J'avais les écrits de Michel Debré lui-même, qui sont considérables. Considérables, oui. Et puis, évidemment, il y a les sources classiques, la presse de l'époque. Et puis évidemment, j'ai recouru aux témoignages. Oui, il y en a beaucoup dans ce livre, énormément. Oui, et du reste, j'ai eu beaucoup de chance, parce que beaucoup de ces témoins maintenant sont morts. Oui, évidemment. Pour des raisons évidentes. Biologiques. Voilà, biologiques. Et j'ai pu rencontrer, c'est vraiment une chance, des témoins majeurs. Oui. Majeurs. Bien sûr. Arlette de la Loyère, par exemple, qui était à son cabinet. Arlette de la Loyère, qui, donc, quand je l'ai rencontrée, donc, elle était assistante d'Alain Perfit au Figaro. Au Figaro, oui. Je l'ai connue, moi, au Figaro. Elle était au Figaro à ce moment-là. Arlette de la Loyère, évidemment, Constantin Melnick. Oui, qui est un personnage qu'on connaît très peu. D'ailleurs, on ne connaît pas non plus Arlette de la Loyère. Mais Constantin Melnick est un personnage qui joue un rôle très important. Il joue un rôle très important. Dans l'ombre. C'est un rôle de l'ombre, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il c'était sa fonction. Il suivait les services, enfin ce qu'on appelle les services, et il les suivait à une époque qui était celle de la lutte contre le FLN. Oui.
C'est un personnage tout à fait considérable, hein, un Russe petit-fils du médecin du tsar, je crois, ce qui lui avait valu de la part du Canard enchaîné le surnom de Zdek Tartare. Le Canard enchaîné qui n'était pas tendre avec Michel Debré, puisqu'il l'appelait la mère Michel. Ce prince qui nous gouverne, et il le représentait tout le temps avec un entonnoir sur la tête. Alors, ces princes qui nous gouvernent, c'est tout simplement le titre d'un livre de Michel Debré qui a fait Florès. Oui, et qui était un livre très, très violent sur la 4e République. L'entonnoir, ça a marché. Ça a marché. C'est comme ça qu'à l'époque, on représentait les fous. Ça a très bien marché, l'entonnoir, quand on représentait les fous. Ça lui a collé. Michel Debré était un peu présenté comme un fou, effectivement, par ce journal, comme un excité, ce qui n'a rien à voir avec la réalité. Et puis alors après, quand il devient Premier ministre du général de Gaulle, élu président de la République, donc il devient Premier ministre en 1959, on le présente comme un godillot, alors que c'est tout sauf ça. Alors, c'est même le contraire. C'est l'anti-godillot. Là, c'est l'anti-godillot. Michel Debré avait sur bien des sujets, et des sujets majeurs, une vision totalement différente de celle du général de Gaulle. Il le lui disait. Et il le lui écrivait. Il le lui écrivait. Alors, bien entendu, il y avait quelque chose au-dessus de ces divergences qui était une absolue fidélité liée à la conviction profonde que ce que le général de Gaulle ne pourrait pas faire pour la France, personne d'autre ne pourrait le faire. Dans ces deux périodes troublées que sont la guerre et le retour aux affaires sur fond de guerre d'Algérie. Debré, à la différence de tous ses prédécesseurs à Matignon, quelle que soit leur sensibilité politique, avait des positions, une idéologie de l'exercice du pouvoir et des institutions qui n'étaient pas celles du général de Gaulle. D'ailleurs, c'est un des points sur lesquels ils ne s'accrochent pas, mais ils sont en divergence, c'est le rôle du président de la République et celui du Premier ministre. Voilà, le rôle respectif donc, au sein du dualisme de l'exécutif. Il y avait une divergence sur la guerre d'Algérie, d'ailleurs pas tant à mon avis sur l'Algérie que sur le Sahara. Ça, on y reviendra aussi, si vous permettez. Et effectivement, sur les institutions, Michel Debré était un parlementariste, un admirateur du système britannique, et le général de Gaulle était plutôt pour un régime de présidentialisme à la française. Une monarchie républicaine. Une monarchie républicaine, réconciliant la France avec son histoire d'avant et d'après la Révolution. Michel Debré, lui, pensait que le président de la République était un arbitre avec des pouvoirs importants dans un certain nombre de domaines, mais il était parlementariste. Non, je crois que là où Michel Debré et le général de Gaulle étaient parfaitement d'accord sur le plan institutionnel, c'était sur la conception de la démocratie. L'un comme l'autre était convaincu que la démocratie, ça n'est pas le « en même temps », ça n'est pas le consentement mou, la démocratie, c'est le conflit. Et ce conflit, on le résout soit au Parlement, par les manières les plus démocratiques qui soient, soit si on ne peut pas le résoudre au Parlement, on résout ce conflit par le référendum ou par la dissolution, laquelle dissolution d'ailleurs a un caractère qui peut être référendaire. Bien sûr. Sur ce plan-là, je pense qu'ils étaient d'accord. En revanche, la conclusion qu'ils en tiraient, les conséquences qu'ils en tiraient, n'étaient pas identiques. Lorsqu'Alain Perfit interroge le général de Gaulle sur ce qui serait passé en 1967, si la majorité au Parlement avait été une majorité d'opposition, puisque je crois ça a été assez juste. Ça a été très juste, quelques voix. Le général de Gaulle dit j'aurais nommé un gouvernement de techniciens, la société civile, enfin on peut appeler ça comme on veut, et Perfit lui dit mais si le gouvernement avait été à nouveau renversé, le général lui dit j'aurais dissous.
Et si la dissolution avait renvoyé une majorité à nouveau d'opposition, je serais parti. Je serais parti. Donc c'est très exactement le contraire de ce qu'ont fait deux de ses successeurs, qui, eux, ont choisi la cohabitation. Et Giscard avait aussi, dans son discours de Verdun... C'est Verdun sur le Doubs. Oui, c'est ça, il avait théorisé aussi la possible cohabitation, qui n'a pas eu lieu, mais il avait théorisé. Michel Debré était favorable, oui, il considérait que la cohabitation était un mode d'interprétation de la Constitution. Oui, d'ailleurs on l'a vu. Qu'elle avait deux lectures possibles, une lecture présidentialiste à la de Gaulle, lorsque la sensibilité du président et celle de l'Assemblée s'accordent, et puis une lecture parlementariste en cas donc de majorité hostile, ou en tout cas qui n'est pas celle qu'avait souhaité le président. Oui. Ça, Michel Debré était très clair là-dessus. Et là aussi, sa vision était différente de celle du général de Gaulle. Oui. Et vous dites aussi à un moment que, en fait, le général de Gaulle aurait bien aimé avoir un Premier ministre qui soit un super directeur de cabinet, qui gère l'administration. C'est Debré lui-même qui rapporte ses propos. Voilà. Et le général de Gaulle lui dit mais vous ne voudriez pas être directeur de l'État intérieur. Voilà. Donc, et Michel Debré ne voulait pas. Non. Pas du tout. Et il le dit, il écrit. Il le dit et il est parti peu après. Mais bon, on connaît ces divergences, enfin ces différences d'analyse, mais ça n'a pas du tout empêché une parfaite entente entre les deux hommes. Et avec une forme d'affection paternelle du côté du général. Alors, ça, c'est un deuxième trait de l'originalité de cette relation entre le président de la République et le Premier ministre. Je crois que depuis, cette situation ne s'est pas reproduite. Il y avait du côté du général de Gaulle une affection pour Debré. Pour Debré, évidemment, une affection vers le père, qui était le général de Gaulle, mais les termes de leur correspondance, de leurs échanges, n'ont jamais... bon, déjà, on a les écrits, parce que c'était des hommes d'écriture. Oui. On a les écrits qui sont abondants, et je crois que ces écrits ne manquent pas. Il existait entre les deux hommes une relation hors du commun, de confiance hors du commun. Par rapport au général de Gaulle, c'est vrai que Debré était un jeune homme. Oui, bien sûr. Donc il y avait une espèce de relation filiale. La lettre que le général de Gaulle lui a adressée lorsque Debré a quitté Matignon est une lettre qui, à mon avis, ne laisse aucun doute sur l'idée que le général de Gaulle se faisait pour l'avenir de Debré. Le dauphin espérait. C'était, je pense... Alors, je crois que je dois être le seul à le penser. Peut-être Perfit était également dans ce sentiment. Mais tous les gens à qui j'ai posé la question, que ce soit Bernard Tricot, que ce soit Mazot, lèvres au ciel en disant « mais il n'a jamais songé une seconde à Debré ». Je ne le crois pas. Je crois qu'il a renoncé à l'idée que Debré pût devenir un jour chef de l'État lorsque Debré est descendu dans l'arène. Quand il a été candidat aux législatives. C'est-à-dire quand il a été candidat aux législatives, où il a été battu par un garagiste tout à fait inconnu du coin, mais sur lequel s'étaient rassemblés des voix... Tous les opposants au général de Gaulle. Tous les opposants de l'époque. Mais à partir de là, le général a pensé que Debré n'était pas capable de prendre le recul nécessaire pour se préparer à une éventuelle succession, mais il y a pensé. Oui. Et vous d'ailleurs, dites que... il le dit. Oui. Il le dit. Il dit à Perfit, avant 1962, je ne voyais que lui qui, après moi, put tenir la barre. La phrase parle d'elle-même. Et vous dites aussi qu'il aurait voulu qu'à ce moment-là, en quittant Matignon, Michel Debré voyage, écrive, prenne de la hauteur, et qu'effectivement, il ne le fait pas. Il ne l'a pas fait. Il a été battu. Ensuite, son élection à La Réunion a été interprétée d'une manière très injuste. Parce qu'on s'est dit, il est allé se faire élire là-bas
dans une île lointaine. Et dans une circonscription facile. Et dans une circonscription facile. Alors que vous écrivez qu'il avait une circonscription qui lui était proposée dans le Maine-et-Loire. Qui lui était proposée. Le député du Maine-et-Loire était décédé récemment dans un accident de la route. Son suppléant ne voulait pas prendre. Et donc Jean Foyer a immédiatement dit à Michel Debré, voilà, il y a un poste là. Et donc, vu qu'en Indre-et-Loire, évidemment, Michel Debré restait connu. Il avait été commissaire de la République à Angers après la guerre. Donc donc dans le Maine-et-Loire, bon, mais ayant promis à ses amis de la Réunion, et notamment au sénateur Repiquet, qu'il irait là, la Réunion. Laquelle Réunion est un département en ébullition, à 30 heures de Paris. C'était pas un cadeau. Non, c'était pas un cadeau, c'était pas facile. Il s'est donc fait élire finalement à la Réunion, mais il a renoncé à une circonscription qui est encore plus facile que la Réunion. Et plus proche. Et plus proche. Alors, les relations entre De Gaulle, vous disiez, il y a une différence d'âge, il y a aussi quand même le fait que Michel Debré n'est pas à Londres pendant la guerre. Il est dans la Résistance, mais il n'est pas à Londres. Ils se connaissent tard, et justement dans le Maine-et-Loire, quand il est... à Laval. La rencontre a lieu à Laval. Quand le général de Gaulle le voit, il y a M. Jacquier. Voilà, Jacquier, parce que c'était un de ses pseudonymes, un de ses noms de guerre. Un de ses noms de guerre. Cela dit, finalement, dans l'entourage du général de Gaulle, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'anciens de Londres? Malraux. Enfin, Malraux était... Enfin, il n'était pas à Londres, Non, et puis c'est un résistant tardif, Malraux. Oui. Je dis ça avec toute l'admiration que j'ai pour Malraux, mais c'est vrai que c'est un résistant tardif. Geoffroy de Courcelles. Alors, Geoffroy de Courcelles, mais bon, Pompidou n'était pas à Londres. Et puis si on prend les ministres un par un... Même Maurice Couve de Murville. Maurice Couve de Murville était à Alger. Oui. Je n'ai pas tous les noms en tête. Bon, Pinet, au début, Pinet, c'est un ancien du Grand Conseil de Vichy. Je ne sais pas. Je crois le général de Gaulle choisissait les hommes pour leur qualité de gouvernement en temps à un moment donné aussi, leur qualité. Et à un moment donné. Voilà, face à une situation politique. Pas pour leur fait d'armes pendant la période troublée. Oui. Pourtant, vous dites aussi que c'était un homme de ressentiment, donc il aurait pu en vouloir à certains. Il en a voulu à certains. Oui. Notamment à François Mitterrand, évidemment. Enfin, ça, c'était pour d'autres motifs. Ça peut se comprendre. Oui. Donc alors, ils se rencontrent à la fin de la guerre, quand Michel Debré est commissaire de la République, c'est ça? Et le général vient faire un déplacement, et il l'emmène dans sa voiture pour aller rendre hommage à Jean Moulin, je crois. Et ils discutent ensemble, et sans doute, on peut imaginer que le général de Gaulle voit dans Michel Debré un homme de qualité et de fidélité. Et ensuite, il commence à travailler pour lui. Il le fait appeler à son cabinet, voilà, à l'hôtel de Brienne, puisque le général de Gaulle est installé à l'hôtel de Brienne, donc au ministère de la Guerre. Qu'il avait quitté en juin 40 et qu'il retrouve. Qu'il avait quitté en juin 40. Et puis, bon, Debré fait un peu, là, ses premières armes. Il les fait pas très longtemps, puisque le général quitte le pouvoir en janvier 46. Debré, il prépare là notamment les statuts de la future École nationale d'administration, qui sera en fait légalement, d'ailleurs, statuts qui seront ensuite signés. Les textes fondateurs seront signés par Thorez. Ah oui. Espèce d'unanimité à l'époque. Entre les gaullistes et les communistes, il n'y a rien. Mais donc il prépare ses statuts, et puis il poursuit la réflexion qu'il avait entamée durant la guerre avec Molnick et au CGE sur ce que devaient être les institutions de l'après-guerre. Voilà. Et Michel Debré est profondément amer, déçu, par ce qu'on a appelé les lendemains qui ne chantaient pas. Oui. Et pendant cette traversée du désert, donc il devient sénateur de l'Indre-et-Loire, et il est un des plus farouches opposants
au régime de la 4e République. Il devient un des plus farouches opposants au régime de la 4e République, mais auparavant, pendant une période assez brève, Michel Debré est affecté en Allemagne. Oui. Il est affecté en Allemagne auprès de Gilbert Grandval, et Michel Debré considère que la France a été maltraitée, mais également n'a pas été capable de défendre ses intérêts en Ruhr et en Sarre. Et il pense que le référendum perdu finalement de la Sarre aurait pu ne pas l'être, oui. Et que la Sarre aurait pu rester française. Enfin, en tout cas, passer de l'administration française au giron français. Il a des propos très, très clairs là-dessus. Il considère que notre politique étrangère a été en dessous de tout, pour dire les choses simplement. Oui, oui. Et après quoi, il devient effectivement donc l'un des opposants à la 4e République. D'abord, il est opposant au système qui est fondé sur la proportionnelle. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'il fait la connaissance du personnage que nous évoquions tout à l'heure, Constantin Melnick, oui. Lequel Constantin Melnick était un attaché parlementaire à l'époque et avait pondu une note sur les méfaits du scrutin proportionnel. Note qui est tombée sous les yeux de Michel Debré, qui a trouvé ça très intelligent. Et c'est comme ça qu'il l'a appelé à ses côtés. Oui. Sous la 4e République, évidemment, Michel Debré va mener des combats majeurs, mais celui qui va vraiment asseoir son autorité dans le monde politique et aux yeux du général de Gaulle, c'est l'affaire de la CED. La Communauté européenne de défense. Communauté européenne de défense. Qui, à ses yeux, était un abandon de souveraineté inacceptable. C'est un abandon de souveraineté inacceptable parce que cette Communauté européenne de défense, elle était placée en fait sous l'autorité du Pentagone. Oui. Et il avait été chargé lors d'une réunion du RPF à Neuilly par le général de Gaulle d'être le héros de ce combat qu'il a mené et qu'il a remporté finalement lorsque le Parlement français a refusé de ratifier l'accord qui avait été signé quelques années plus tôt par Pleven, Schuman et d'autres. Oui. Il a mené ensuite un combat contre l'Euratom, un peu pour les mêmes raisons, qui a eu moins de succès, mais enfin, qui a permis d'éviter que l'Euratom n'ait des compétences militaires. Et puis, il a mené aussi un combat, durant cette période-là, pour l'Algérie française. Oui, bien sûr. Alors, c'est une période... C'est quelque chose que je ne rejoins pas, bien sûr, mais c'est une période... que le grand public, enfin peut-être plus aujourd'hui, mais pendant de nombreuses années, qui a été perçue comme une période de complot. Oui, et vous le dites très clairement que Michel Debré, certains l'accusent d'avoir été à la tête de ces complots. Alors, le propre d'un complot, c'est d'être ourdi dans l'ombre. Oui. Or, Michel Debré était tonitruant au Conseil de la République. Un comploteur tonitruant. Un comploteur tonitruant, ce serait un oxymore. Ben oui. Donc, que Michel Debré ait fréquenté des gens qui étaient favorables à ce que l'Algérie restât française, c'est certain, mais enfin tout le monde fréquente tout le monde. Je veux dire, Giscard d'Estaing faisait partie de ce milieu. Un bon nombre de militaires très connus avait des positions très politiques. Depuis, l'armée a beaucoup changé par rapport aux années 50, mais dans les années 50, l'armée avait un certain nombre de militaires avaient des comportements très politiques. On l'a bien vu en 62, au moment du putsch. Évidemment, c'était dans la ligne de cette tradition. Mais de là à voir en Michel Debré un personnage qui aurait tramé dans l'ombre, en s'appuyant sur des militaires, sur l'extrême droite, sur je ne sais qui, pour arriver à faire tomber la 4e République et porter le général de Gaulle au pavois, c'est une absurdité. C'est une absurdité. Je ne le crois pas une seconde. Enfin,
je ne suis même pas dans la croyance, dans la conviction. Je suis dans l'histoire et il n'y a aucun fait qui permette d'étayer sérieusement une telle thèse. Et alors, quand le général de Gaulle revient aux affaires, donc après ces événements de mai 58, René Coty l'appelle, il accepte, enfin il fait savoir qu'il va... Bref, on ne va pas refaire toute cette période-là qui est complexe et très intéressante. Il devient président du Conseil, le dernier président du Conseil de la 4e République, et il charge Michel Debré, il donne à Michel Debré le poste de garde des Sceaux, avec la mission de rédiger la nouvelle Constitution. Alors, ce qui me fascine lorsque je regarde cette époque, c'est que donc le général de Gaulle arrive, mai-juin 58, la nouvelle Constitution est présentée au peuple français. En septembre. Dans le même temps, a été conduite une réforme totale du dispositif judiciaire français, de l'organisation de la chancellerie. Donc tout ça fait à peu près 6 mois. Et pour la Constitution, ça en fait beaucoup moins. Aujourd'hui, pour la plus petite réforme, et je l'ai vécu ça même en tant que fonctionnaire, lorsque vous voulez faire passer le plus petit texte, c'est des mois et des mois de travail, de maïeutique. Là, une constitution en quelques mois et une réforme du dispositif judiciaire en moins de 6 mois. Alors, l'époque était très particulière, le général de Gaulle avait des pouvoirs exceptionnels, mais tout de même. Oui, c'est pas... C'est un travail de... Ne serait-ce que la rédaction d'une constitution. Un travail de titan. Oui. Alors, et puis il y avait aussi la nécessité, malgré tout, de satisfaire à peu près tous ceux qui participaient à cette aventure du retour du général, Guy Mollet, le MRP, enfin ils étaient consultés sur tout ça, il y avait des réunions de travail. Il y avait les réunions de travail, donc du petit groupe de fonctionnaires, de jurisconsultes qui étaient autour de Debré, et puis il y avait le comité consultatif constitutionnel, où on retrouvait effectivement tous les leaders politiques. Tous les grands leaders politiques, et notamment Guy Mollet. Mais ça s'est passé très vite et très bien. Oui. Très vite et très bien. D'ailleurs, laquelle constitution n'a duré que quelques années, parce qu'elle a été totalement bouleversée par... en 1962, notamment par l'élection du président de la République. L'élection du président de la République au suffrage universel. À laquelle il n'était pas tellement favorable. Pas trop. Je ne me suis pas vraiment fait une religion là-dessus. Oui. Il a eu beaucoup de positions sur ce sujet, Michel Debré, dont l'une était celle d'un mandat de 12 ans, à un moment donné. Il n'a pas exprimé, à ma connaissance, d'opposition à ça. Est-ce que c'était... Alors, je ne pense pas que Michel Debré était favorable à un président de la République, reine, ou plutôt roi d'Angleterre. Mais élu au suffrage universel, c'est-à-dire dépositaire de la souveraineté. Oui, bien sûr. Dépositaire de souveraineté majeure, en tout cas, plus que le député de base. Oui. Lui, le parlementariste, n'était pas totalement sur cette ligne. Je ne pense pas que ça devait être vraiment sa conviction profonde. Mais je n'ai pas connaissance qu'il soit exprimé là-dessus. Autrement dit, qu'il n'ait jamais critiqué ou écrit des choses contre ce qui s'est passé en 62 et des moyens qui, d'ailleurs, ont été choisis constitutionnellement pour mettre en œuvre cette réforme. Oui. Alors, il y a un point qui est vraiment un point malgré tout, sinon de conflit, du moins de divergence, c'est l'Algérie et le Sahara. Alors, Michel Debré, vous l'avez dit, était favorable à l'Algérie française, et on sent quand même, à la lecture de votre livre, que le général de Gaulle, très vite, souhaite l'indépendance de l'Algérie, sous une forme ou sous une autre. En tout cas, il n'est pas pour la francisation. Le général de Gaulle, je crois vous connaissez les reproches qui lui ont été faits d'avoir bradé ou d'avoir trahi, je vous ai compris et tout. Moi, je pense que tout bonnement, il a composé avec le réel, du mieux qu'il a pu. Et puis, les événements sont ceux qu'on a tous vécus, parce que, en tout cas, moi, c'est très présent encore dans ma mémoire. Bon,
je ne pense pas qu'il était agréable au général de Gaulle, au départ, d'amener le drapeau français. Non. Je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'il a très vite voulu se débarrasser de l'Algérie française. Il a répété à plusieurs des personnes que j'ai rencontrées, et il disait c'est un bâton merdeux, l'Algérie. Donc il voulait s'en débarrasser pour faire la politique qu'il souhaitait pour la France. Puis n'oublions pas aussi qu'à l'époque, les jeunes partaient faire leur service militaire, un très long service militaire. Et puis il y avait effectivement les jeunes... beaucoup ne revenaient pas. Pour les familles, c'était tragique. Et je pense qu'il voulait que le général voulait surtout se débarrasser de ce bourbier. Michel Debré voyait une indépendance de l'Algérie dans des conditions qui ne sont pas très précises dans ce qu'il a pu écrire ou dire, mais à échéance de 25 ans. Rapidement, comme ça, non. Et qui plus est, avec le Sahara comme prolongement de l'Algérie, dont le Sahara n'avait jamais fait partie historiquement, si tant il est vrai que l'Algérie n'avait jamais existé, mais là je tiens des propos malséants, puisque... mais enfin, j'aurais plutôt tendance à considérer que l'Algérie a quand même été créée par la France en tant qu'entité. Oui. Michel Debré a été glacé, et je crois que c'est le terme qu'il utilise, par l'abandon du Sahara, je crois, en septembre 1961. Et c'est de là, je pense, que date la rupture. Oui. Alors après, Michel Debré aimerait revenir à Matignon. Oui. Il fait des notes au général qui sont autant de programmes. Ça ne se fait pas, mais il revient quand même au gouvernement. Alors, il revient au gouvernement à plusieurs reprises, et à plusieurs reprises, il va être un grand ministre. Oui. Il va être un grand ministre des Finances. Il va être un grand ministre de la Défense et un ministre éphémère, évidemment, des Affaires étrangères durant l'année 1968-1969. Bon. Ça a été un grand ministre. Aux finances, il a fait des choses majeures. L'extension de la TVA, la généralisation de la TVA, c'est lui, par exemple. Son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing, n'avait pas voulu élargir la TVA parce qu'il craignait des réactions des commerçants. Oui. Et puis beaucoup d'autres choses que je pourrais citer. Mais je pense que ça n'a jamais été un ministre heureux. Et j'en avais parlé avec Pierre Messmer, qui m'avait dit, vous savez, on ne fait pas deux carrières sous la Ve République. Et quand on a été Premier ministre, c'est terminé. Après, alors je lui dis, mais il y en a qui ont réussi deux carrières. Jacques Chirac. Le plus éminent, c'est Jacques Chirac. Il me dit oui. Il me dit oui, mais Jacques Chirac, il n'est pas de la Ve République, il est de la Troisième. C'est un radical socialiste. Je vous cite Messmer. Enfin, ça c'est pour la petite anecdote, la petite histoire. Mais très clairement, l'expression « la mère Michel », elle vient non seulement de ça, mais du fait que par la suite, il est apparu comme quelqu'un qui était maltraité. Et il a été un peu maltraité, je pense, par le général de Gaulle en 68. Oui, alors après aussi, vous racontez une scène. La dernière fois où Michel Debré voit le général, c'est quelques jours avant le référendum que le général va perdre et qui va entraîner son départ de l'Élysée. Il le voit, et c'est la dernière fois qu'il l'a vu de son vivant. Il n'a jamais été reçu à Colombey après le départ du général. Non, et le général s'en explique à une ou deux reprises, notamment auprès de Vendroux. Je crois que c'est tout simplement qu'il ne voulait pas recevoir à Colombey de ministre en exercice.
et il ne comprenait pas très bien que Michel Debré fût resté. Oui. Alors, il dit, bon, j'en connais un, c'est étonnant qu'il soit resté, d'ailleurs ça ne va pas durer longtemps, ou quelque chose comme ça. Les seuls qui ont été reçus à Colombey, à ma connaissance, pendant cette dernière partie de la vie du général, étaient des gens qui n'étaient plus aux affaires. Bon, c'est Malraux, tout le monde le sait, mais Oui, d'autres. Oui. Bernard Tricot et d'autres, oui. Mais en revanche, Michel Debré est le dernier à avoir vu le général de Gaulle. Oui, parce qu'il est allé à Colombey après la mort. Le cercueil a été refermé juste après. Oui. Et en tout cas, avant que le président Pompidou n'arrivât. Oui. Mais on sent, dans la façon dont il raconte cette dernière vision du général, on sent une immense tristesse. On sent une immense tristesse. Bien sûr. Michel Debré est orphelin. Non, il y a dans la relation entre les deux hommes, en tout cas de la part de Michel Debré, beaucoup d'affect. Oui. Beaucoup d'affect. Oui. Et vous dites aussi que ça a été un des plus grands légistes. Et si vous permettez, j'aurais voulu lire un passage. Et regardez la couverture que j'ai choisie pour ce livre soigneusement. Je l'ai choisie parce que je trouve qu'elle reflète très bien un homme assez jeune, là, qui a une quarantaine d'années et quelques, un peu torturé, qui réfléchit, et puis une espèce de regard paternel du général de Gaulle, un peu autoritaire tout de même, mais très calme. Mais calme, absolument. Voilà. Et c'est un peu cette image, c'est un peu le symbole de leur rapport. Alors vous écrivez à la fin de sa carrière ministérielle, disons, enfin, sans tambour ni trompette, s'efface ainsi le premier gouvernement de la Ve République. Ça, c'est quand il quitte Matignon. Il a duré 3 ans, 3 mois et 3 jours. Il est alors le plus long qu'ait connu la République depuis un siècle. Il a appliqué les nouvelles institutions en même temps qu'il restaurait l'État. Il a changé la monnaie, redressé les finances et laisse une économie en pleine expansion. Il a ouvert à l'agriculture les portes de la modernité. Il a restauré le plan et insufflé une mystique industrielle, énergétique et technologique. Et il y a énormément de choses. Ça dure... Voilà, il a permis à la France d'ouvrir ses frontières et d'entrer la tête haute dans le marché commun. Il a proposé à l'Europe un projet d'union politique sérieux et concret. Dans le même temps, il a conduit en Afrique noire une décolonisation réussie et essuyé de bout en bout une guerre d'indépendance qui était aussi une guerre intestine. À ce jour, aucun autre gouvernement de la France depuis la Révolution et le Premier Empire ne peut se prévaloir d'un pareil accomplissement. Oui, c'est vrai. C'est une œuvre considérable. C'est une œuvre considérable. Alors, il y a au départ, évidemment, le plan de redressement de 58. Qu'on a très faussement baptisé plan Pinet, parce que Pinet n'y est pas pour grand-chose. Le plan de redressement de 58, il a été conçu par Debré, Armand, Rueff et Pompidou, qui étaient à la manœuvre. Pinet n'a pas fait grand-chose dans cette histoire, mais enfin on parle du plan Pinet. Il y a donc eu le redressement de 58, donc une nouvelle monnaie, ce qui n'est pas rien, et un redressement économique général. Bon, je ne vais pas revenir sur les détails des mesures économiques très dures qui ont été prises fin 59. Il y a eu également tout ce que j'évoque là, mais la réforme de la chancellerie et du système judiciaire, les grandes lois de programmation dans le domaine de la recherche, dans le domaine militaire, dans le domaine spatial, bien sûr. Michel Debré est le père de la fusée Ariane. Alors ça, je me projette à l'époque où il était ministre de la Défense, mais c'est lui qui a emporté le morceau face à Giscard d'Estaing, ministre de l'économie donc du président Pompidou à l'époque, qui lui voulait une autre solution en collaboration avec les Américains. C'est Michel Debré qui a imposé la construction d'un vecteur Ariane indépendant. C'est lorsqu'il était à la Défense, au début des années 70. Pêle-mêle, je pourrais citer aussi les parcs naturels, c'est Debré. Oui. L'éducation nationale,
Michel Debré est à l'origine d'un grand nombre d'erreurs. Alors, je ne dis pas ça qu'il a fait ça tout seul. Il y avait des ministres, il y avait une administration. C'était sous son autorité. Mais c'était sous son autorité. Il regardait tout. Et dans les... Il abreuvait ses ministres de notes. Il les abreuvait de notes. Et d'admonestation. Michel Jobert m'a dit qu'il envoyait tellement de notes à son ministre de l'époque, qui était Paul Bacon, que Paul Bacon avait un tiroir en disant voilà toutes les notes de Michel Debré. Mais il envoyait des notes parfois extrêmement dures. Oui. Je me souviens ça se terminait par note tristement. Que je cite, et ça, à tristement Michelet, vôtre. À Michelet, c'était mon cher Edmond, tes prisons sont un véritable bordel, et il termine tristement. Voilà. Oui. Donc non, il émène sans ménagement les relances, les houspilles, les gourmandes, les semonces à chaque défaillance, les rappels à l'ordre téléphonique, les notes sèches et impérieuses et les missives se concluant par la formule tristement à vous, sanctionnent tout manquement et sont reçus par chacun selon son tempérament. C'était pas facile de recevoir ça. Et toutes les notes, dans les archives, sont annotées en rouge ou en bleu. Vous savez, il y a des crayons à un moment donné, moitié rouge, moitié bleu. Oui. À l'évidence, il n'avait pas de stabilo, comme Dominique de Villepin, mais il se servait de ces crayons bleus et rouges. Mais beaucoup de notes qui sont dans les archives sont des notes du cru de Michel Debré. Oui. Il ne les a pas fait faire par le conseiller technique de service. Oui, bien sûr. Et au fond, il était dans l'application de cet article de la Constitution, le gouvernement conduit la politique. Enfin, il conduisait totalement la... Et il y avait beaucoup réfléchi. Oui. Alors, une chose, je crois qu'il faut voir, c'est que Michel Debré, comme un certain nombre de gens qui sont arrivés en 1958, venait de toute une partie de la fonction publique de l'avant-guerre, qui était malheureuse à la fin de la Troisième République. Certains d'entre eux ont vu dans la Révolution nationale une divine surprise et se sont dévoyés dans la Révolution nationale. Les autres sont allés dans la Résistance. Oui. Et après la guerre, et Michel Debré est de ceux-là, ceux qui sont allés dans la Résistance pensaient que les choses allaient changer. Et avec la 4e, ils ont vu revenir toutes les anciennes méthodes. Les anciennes méthodes. Et c'est cette génération qui est arrivée aux commandes de l'État avec le général de Gaulle en 1958. Mais après une réflexion qui s'était déroulée avant-guerre, et puis s'agissant de Debré, qui s'était déroulée dans le cadre du CGE, puis dans le cadre du comité d'études du RPF, il y avait donc tout un travail. Oui. Il s'appuyait sur ça, et notamment les travaux de la Constitution dont on a parlé ne sont pas apparus comme ça. Non, c'est pas apparu comme ça. Ils ne sont pas sortis du chapeau comme ça. Il y avait vraiment eu un travail préparatoire, une réflexion. Une réflexion. Et puis la conviction de Michel Debré, c'est qu'une Constitution n'a pas à être rédigée par une constituante, c'est-à-dire par un ensemble disparate de députés qui pondent un document où chaque groupe ou sous-groupe met sa patte en contrepartie de ce que peut lui donner un autre. Ce n'est pas un marchandage, c'est un document qui doit être fait, bien fait, et par des jurisconsultes, par des légistes plutôt. Et vous citez aussi une phrase, on va peut-être terminer là-dessus, de son père Robert Debré, qui reprend une formule de Malesherbes sur Turgot. Il n'avait pas la passion de l'État, il avait la rage de l'État. Oui. Les mots du professeur Debré sur son fils sont prophétiques. Ah oui, absolument. C'est étonnant. Oui. Et il le connaissait bien, son fils. Oui. Voilà, donc ce livre, Michel Debré, l'architecte du général, édité chez Perrin, la grande maison de l'histoire quand même en France, et où on apprend beaucoup de choses sur Michel Debré, sur son action et sur son rôle de grand légiste au service de la France, et avec cette passion, effectivement, cette rage de l'État, et au service du général de Gaulle. Qui a été bien oublié. Qui est bien oublié. Voilà, et bien pour ne plus l'oublier, je vous conseille la lecture du livre de Patrick Samuel. On n'a plus la rage de l'État. Merci beaucoup, Patrick Samuel. Je vous en prie. Et à bientôt, ici, à la Fondation.